On peut démarrer? Qui a assisté ce matin au panel? Parce que je voudrais utiliser comme démarrage ce que je disais ce matin au panel, et je ne pouvais pas très bien développer. En fait, Douja m'a invité pour faire une intervention. Je lui ai dit, s'il y a un thème aujourd'hui sur lequel il faut vraiment s'approfondir et développer de la connaissance, on est face à un nouveau monde qui arrive en ce moment, qui est le métavers. Je vais simplement pouvoir pas l'expliquer, il y a beaucoup de définitions. On va savoir ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais plutôt voir quelles sont les opportunités que nous avons devant nous. Et moi, mon souhait, c'est que chacun d'ici, chacun de cette salle, en sortant, ait déjà un projet en tête. Je vais me challenger. Il faut absolument qu'on sorte avec des choses et des idées derrière ce métavers. Alors, ce que j'ai dit ce matin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'abord, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine d'évolution, d'innovation, Internet, etc. Et j'ai rarement vu une opportunité aussi intéressante. Rarement. Réellement. J'ai un slide qui présente un peu l'évolution des technologies et je vais vous montrer que vous êtes face à une opportunité unique. Alors, non seulement unique, mais en plus, ce que j'ai dit ce matin, c'est que sur cette parcelle, ce territoire qui est la Tunisie, qui a donné le nom à l'Afrique, c'est un endroit d'innovation. Et on peut le prouver historiquement. Donc, dans vos gènes, il y a l'innovation. Et on ne va pas la structurer. Si on vous donne la possibilité d'innover, vous allez innover. Et ça a toujours existé. Je vous donne simplement un exemple un peu choquant, ce que je disais tout à l'heure aussi à Douja. C'est quoi Carthage? Il y a une dame qui est venue, elle a demandé un espace. Et un espace pour pouvoir innover. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient en Tunisie. Et en demandant cet espace, elle a fait 8 siècles de conquête. 8 siècles d'innovation. C'est quelqu'un qui est intéressé par le Et donc, on est déjà dans un espace d'innovation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la Tunisie. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est justement des espaces pour pouvoir utiliser toutes les technologies pour pouvoir innover. Et ne pas être bloqué par des lois ou par des réglementations qui nous bloquent et ne nous laissent pas travailler. Donc, notre proposition, c'est des zones où on peut tester, utiliser ces technologies-là. Et quand je dis ces technologies, je ne parle pas de métavers. On va parler de la définition du métavers et qu'est-ce que ça peut apporter. Je parle de toutes les technologies. Si on voit ce qui s'est passé, par exemple, pour les drones. Pour les drones, on a une loi pour qu'on ne l'utilise pas. On nous a donné une loi avec 90 articles où il faut être pilote pour piloter un drone. Or, être pilote demande une école. On n'a pas d'école. Et donc, même si on prend un diplôme en France, il faut qu'il soit reconnu. Donc, c'est une autre manière de dire, n'utilisez pas les drones. Donc, ce qu'on veut, on veut qu'on arrête avec ce modèle-là et qu'on passe à un autre modèle où on a un espace où on peut tout tester, toutes les technologies. Et une fois on teste les technologies avec des use cases dans les différents domaines, agriculture, santé, industrie créative, à ce moment-là, on peut la montrer aux différents décideurs et faire une réglementation qui viendra a posteriori. Donc voilà un peu le changement qu'on propose aujourd'hui dans l'approche. Donc d'abord, où on en est aujourd'hui, j'aime bien ce que disait Simed ce matin à Katou, où on en est aujourd'hui par rapport aux technologies. Si on regarde bien, on va aller jusqu'à 1990. En 90, il y a eu l'apparition d'Internet. Avant, il y avait les mainframes.
Ensuite, il y a eu le web. Donc on est encore là, dans les années 95. On a fait le premier site web ici même dans cet hôtel en 1995. Ensuite, l'arrivée bien plus tard des réseaux sociaux, les smartphones en 2007. Et jusque-là, moi je n'arrête pas de le dire, jusque-là, l'évolution était incrémentale, elle était linéaire. Mais à partir de 2010, les choses ont bougé. Pourquoi ils ont bougé? Parce qu'on ne parle plus de technologie. À partir de 2010, c'est les modèles économiques qui ont changé. On parle d'économie. Je vous donne quelques preuves. Airbnb, c'est quoi? Airbnb, c'est deux jeunes qui se sont retrouvés, ils ont fait faillite d'ailleurs, ils ont créé une plateforme qui représente aujourd'hui 7 fois le capital du groupe Hayat, qui a des murs. Donc aujourd'hui, c'est l'économie même qui est en train de se transformer. On voit des opérateurs télécoms qui deviennent des banques, Orange, Money, et qui détiennent plus de 50% des flux d'argent, à cause de ce nouveau monde qui arrive où on est passé de l'industrie de produits vers une industrie de plateformisation. On plateformise, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous qui ont des startups savent très bien, on ne peut pas fonctionner, Airbnb ne peut pas fonctionner si on n'est pas connecté à Google Maps. Ou Uber aussi. Donc c'est des strates, on apayise le système et on se connecte sur la plateforme qui est en bas et on va très vite vers un résultat. Donc à partir de ce moment, le monde pour moi a changé. Et le monde est devenu basé sur les data. Donc en ramenant les informations, on a le nouveau pétrole du 21e siècle qui sont les data. Et une fois on a les data, automatiquement, il y a un nouveau phénomène qui est rentré dans la course, une fois les data sont là, c'est l'intelligence artificielle. Et dès qu'on a l'intelligence artificielle, les métiers sont en train de se transformer. Beaucoup de métiers sont déjà disparus, les métiers de traducteurs, bientôt les comptables, les radiologues maintenant. Beaucoup de métiers sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce plus on a les data, plus on a des algorithmes d'intelligence artificielle, plus les métiers vont se transformer. Ensuite, à partir de là, il y a eu l'apparition, bien sûr, de la blockchain, le système qui est apparu depuis 2008, où tout est devenu décentralisé. Et donc, les blockchains et les différentes blockchains, surtout les smart contracts, la tokenisation, c'est des technologies qui arrivent à une vitesse extraordinaire. Et derrière, on a l'arrivée de la 5G, qui gère 1 million d'Internet au kilomètre carré. Donc la 5G, ce n'est pas le téléphone, c'est les drones, c'est Internet des objets, c'est 1 million d'Internet des objets au kilomètre carré. Et d'où ma présentation aujourd'hui, la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui demandera une infrastructure importante et ce qu'on appelle aujourd'hui les métavers. Je ne parlerai pas de la technologie qui est en train de se mettre en place, où on va, nous, en tant que Tunisiens, souffrir, c'est l'informatique quantique. Et là, il faut avoir beaucoup de moyens. Donc jusque-là, nous, la proposition qu'on fait, c'est d'utiliser les technologies pour être créatifs, pour trouver la possibilité d'apporter de la valeur. Donc voilà un peu l'évolution des technologies aujourd'hui, en mettant le point sur ce qui s'est passé à partir de 2010. Donc le métavers, c'est quoi? Je donne quelques chiffres pour qu'on puisse comprendre où on en est aujourd'hui. Alors il y a McKinsey qui a fait une étude et on parle d'ici 2024, ils ont dit, mais je pense que ça sera en 2025, d'un chiffre de 800 milliards de dollars. Donc imaginez un peu, d'ici 3 années, quelle est la manne réelle de ce que peut apporter le métavers dans l'économie mondiale. Le deuxième chiffre qui a été donné, c'est 5 trillions de dollars, donc 5 000 milliards. C'est énorme. On parle de PIB du globe
du monde. D'un certain pourcentage, donc il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. Donc qu'est-ce qui fait, pourquoi ces chiffres? Qu'est-ce qui va évoluer? Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là la question qu'on a souhaité poser au gouvernement tunisien aujourd'hui, puisqu'on travaille sur les assises de l'innovation, et on est en train de faire quelques propositions, justement pour parler de ce nouveau monde. Et dire, au lieu d'aller chercher l'argent en mode crédit pour payer les salaires et les dettes, autant regarder là où il y a l'argent et se repositionner. Et je pense que le métavers est une opportunité unique pour la Tunisie en ce moment. Parce qu'on peut être très en retard. Mais dans les technologies, moi je l'ai vécu, on peut être très en retard, mais si on fait un leapfrog, on peut passer devant. Et cette technologie, c'est justement une technologie qui ne demande pas beaucoup de technique. Elle ne demande pas des ingénieurs à tous les niveaux. Je vais montrer un peu les différentes couches des métavers. On a besoin de contenu, on a besoin de créativité. Et donc c'est un domaine où la création de l'emploi, elle va être très facile. Et on l'a testé en ce moment dans certaines universités où on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de compétences pour être créatif. Donc quelle opportunité on a pour la Tunisie? Au moment où l'industrie du textile va partir, où les centres d'appel vont être remplacés par des robots, autant nous préparer vers un monde qui est nouveau. Alors ce monde qui est nouveau fait peur à certains, et c'est normal. Donc il y a hier, on a cru comprendre que Meta, donc Facebook, qui a sauté sur l'occasion, je vais bien l'expliquer ça. Meta a licencié 11 000 personnes. Son action a été divisée par 3. Tout ça, ça fait peur. Ça fait peur pour les utilisateurs. Mais pour ceux qui comprennent l'industrie, ça ne fait pas peur, au contraire. Le monde du métavers, on va y être, qu'on le veuille ou non. Je vais vous donner quelques chiffres sur les investissements chinois, sud-coréens, japonais, dans le métavers. Donc, comme en 2006, quand Zuckerberg a réfléchi, ils ont mis en place les réseaux sociaux, on y est tous. Toutes nos données sont déjà parties. Et pas les nôtres seulement, l'Europe aussi. Donc l'Europe et l'Afrique restent réellement en arrière par rapport à ce qui se passe et par rapport aux innovations. Donc, d'abord, méta, ça veut dire quoi, métavers? Méta veut dire au-delà, en grec, au-delà. Et vers veut dire univers. Donc on est en train de parler d'un univers au-delà. Et donc ce terme qui est sorti en 1992 dans un film. Donc c'est un film qui a parlé d'un samouraï qui est parti dans le métavers. Donc c'est pas nouveau, là. C'est sorti en 1992 et petit à petit, les choses ont commencé à se tasser. Il y a eu le Web 1, le Web 2 avec les réseaux sociaux et aujourd'hui on assiste à un nouveau Internet. Nouveau. Alors ce nouveau Internet est en train de combiner réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est quand même extraordinaire. Il y a plusieurs définitions de métavers. Je vais en lire une. Alors, c'est un espace de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir entre eux avec d'autres utilisateurs en temps réel. Ils évoluent virtuellement dans une réalité numérique qui combine plusieurs aspects de l'univers digital. Les médias sociaux, les jeux, la réalité augmentée, etc. On distingue 3 mondes. La réalité virtuelle, qui est rentrée sur Decentraland où vous êtes rentré, il y a des gens qui ont testé des métavers ou pas encore? On est encore au tout début de quelque chose qui va se produire. Et c'est justement ce monde dont ceux qui sont les premiers qui sont rentrés dans ce monde, c'est ceux qui ont fait les jeux. C'est l'univers des jeux. Sauf qu'à la différence entre les jeux
et le métavers, c'est que le métavers est une combinaison entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc on voit, si vous tapez sur la publicité de Meta, Facebook, en ce moment en Europe, vous allez voir des use cases extraordinaires dans une publicité. Où le premier use case, c'est des universités. On montre une université entre le monde virtuel et le monde réel. On montre quelqu'un qui est en train de faire une opération dans le monde virtuel. Donc c'est un endroit, je vais le dire tout à l'heure, de formation pour les médecins. On va être en mode immersif. On n'est plus dans le monde d'un Internet à 2D. On n'est plus sur Internet, on devient dans. Et tout change. Et imaginez le nombre d'idées qu'on peut faire sortir à travers ça. Il y aura énormément de demandes. Et les premiers pays qui vont investir dans ce monde-là, qui vont préparer des plateformes pour justement, et qui vont former des générations, vont avoir au moins un catalogue de commandes sur les 20 prochaines années, parce que tout est à refaire. Pas à refaire. Je vais donner un exemple tunisien, je pense qu'il y a une start-up ici qui a démarré quelque chose, je vais citer un peu ce qu'elle fait. Deux. Remonter le temps sur les sites archéologiques. Alors, un des exemples, je vais l'expliquer. Si vous rentrez sur le cas du métavers japonais en ce moment, il y a 6 villes qui sont en train de créer un espace virtuel. Donc il y a des jeunes qui sont en train de travailler sur un espace virtuel. Mais à la différence, ils sont en train de le faire sur les plans de la vraie ville. Autrement dit, l'avenue Habib Bourguiba. On prend l'avenue Habib Bourguiba, on crée un monde virtuel avec des expositions, et une fois on est sur site, on met des lunettes. Alors c'est là, on met des lunettes, mais ça va arriver aujourd'hui, c'est des casques. Mais on va mettre des lunettes, et en mettant les lunettes, on va superposer les deux mondes. Le monde réel, on est à l'avenue Habib Bourguiba, sauf que, en mettant les lunettes, on voit une exposition d'art sur l'Africa. On voit des affiches qui nous font appel. On n'a plus besoin de portable, by the way. Donc en mettant les lunettes vont être connectées. D'ailleurs, les lunettes, c'est les futurs smartphones. D'accord ? Et on va rentrer dans ce monde, et quand on crée ce nouveau monde virtuel, alors imaginez qu'est-ce qu'on peut faire en termes de publicité, affichage, etc. Il va y avoir, tout à l'heure, il y avait un streaming de vente de commerce électronique, tout ce qui est commerce, tout ce qui est avenir. Mais moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas l'avenir. On a plus de 6000 ans d'histoire. Imaginez qu'on crée un autre monde, mais au lieu de parler seulement d'avenir et de publicité et de consommation, on va se retourner. Et on va circuler à Carthage et trouver Saint-Augustin, qui va nous parler de la relativité du temps 16 siècles avant Einstein, parce que c'est lui qui a parlé le premier de la relativité du temps. Ou Antonin, qui va nous parler un peu de ce qu'il a fait à son époque. On ignore notre histoire. Non seulement on l'ignore, mais elle est écrite par d'autres. Elle n'est pas réelle. Et c'est pour ça qu'on n'est plus conquérant. On est des consommateurs. On nous utilise. On utilise nos ingénieurs, nos médecins. On les forme pour les emmener parce qu'on n'a plus l'esprit de la conquête. Or, on ne peut pas nous arracher notre histoire. Et en faisant avec la réalité virtuelle, moi, le premier use case que j'ai vu, c'est comment réécrire l'histoire et faire en sorte que le tourisme, alors en passant, le tourisme changera. Parce que parler d'une expérience sur site, de la zone de Carthage ou la zone romaine, ce n'est pas le même tourisme qui va arriver. C'est des gens qui vont venir vivre une expérience. Et une expérience dans le temps. On va pouvoir revoir
les batailles de Hannibal, on va comprendre ce qui s'est passé avec Anon, Magon, etc. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, pourquoi Rome a brûlé Carthage? Elle l'a brûlée parce qu'elle est très innovante. Alors moi, si vous avez le temps, on peut en discuter. C'est parce qu'au dernier moment, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et donc, c'est dans les gènes. Et on veut nous bloquer. Maintenant, le métavers, je vois que c'est un support qui va nous permettre de recréer notre histoire et surtout d'aller chercher d'autres marchés. Parce que ceux qui vont nous écouter, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Asie. C'est la Corée du Sud, c'est le Japon, c'est les Chinois. On a vraiment beaucoup de choses à leur proposer. Donc, c'est, encore une fois, quand on m'a dit quelles sont les technologies qui peuvent être disruptives, j'ai dit, en voilà une qui peut déjà nous aider à sortir de là où on est. Donc, le métavers, c'est un peu ces deux univers. L'univers de la réalité virtuelle qu'on mixe avec la réalité augmentée. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Hein. Vérifiez, vous allez voir. Déjà, la publicité de Meta, Facebook, elle nous explique 3 use cases. Ce monde n'est pas encore prêt, mais c'est une opportunité pour nous de nous préparer et d'être le lieu de production de contenu. Donc, les 5 caractéristiques du métavers, c'est d'abord une identité. Il faut un avatar, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Et là, philosophiquement, c'est encore un débat. Donc, une identité, une immersion, une économie. Et là aussi, c'est très intéressant, puisque quand on dit une économie, ce qu'on est en train de voir dans les métavers aujourd'hui, c'est que chaque métavers a sa propre monnaie. Waouh, la loi de change. Alors, ce qui nous bloque en Tunisie, ça nous bloque depuis 30 ans. Mais je dis, les enfants sont à l'extérieur, mais moi je suis là. Depuis 30 ans, c'est la loi de change, c'est les importations, c'est le CERT. Là, on va sortir malgré tout ce qu'il y a, puisque on va pouvoir utiliser des outils technologiques et surtout une monnaie qui n'est pas une monnaie locale. Yes. Alors, une sociabilité, contact avec d'autres personnes dans le métavers et une permanence. Alors, une permanence, c'est aussi une opportunité. Parce que c'est très énergivore. C'est un consommateur en énergie. Et imaginez que les pays qui ont le désert, qui ont le Sahara pour l'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans ce monde qui doit être tout le temps présent. Donc, encore une fois, revoyez votre espace géographique, il est extraordinaire. S'il y a un cadeau qui nous a été donné, c'est l'emplacement géographique. C'est ça que Alice a dit. Regardez bien la Tunisie. Et regardez qu'est-ce qu'on peut faire sur ce territoire-là. Maintenant, en intégrant ces technologies, il faut qu'on soit assez ouvert, qu'on ne soit pas bloqué par des lois. Donc, la chaîne de valeur pour la cartographie des métavers, il y a 4 espaces dans lesquels on peut être présent. Le premier espace, et c'est là où je fais appel au gouvernement pour qu'on crée une industrie de contenu. Donc, le contenu qui ne demande pas beaucoup de compétences, il demande de la créativité. Donc, le contenu, les plateformes, alors les plateformes, il y en a de plus en plus. Hein. Il y a les plateformes de Nvidia, il y a Meta, il y a énormément de plateformes aujourd'hui qui se mettent à la disposition des universités. Il y a même, je vais parler de Microsoft, qui investit pour avoir une plateforme dans le métavers. Donc des plateformes, du contenu pour nous, des plateformes, une infrastructure, bien sûr les masques, les lunettes, le cloud, essentiellement, c'est ces outils qui nous permettent d'aller dans le métavers. Et la 4e valeur, c'est les facilitateurs qui sont la gestion des identités. Parce qu'envoyer quelqu'un, un avatar dans le métavers, il faut qu'il soit... Déjà, il y a des plaintes. Et si je prends le cas de la France, c'est la Poste qui a pris l'identité.
Tu as l'avatar avant de partir, comme ça il pourra être suivi. Donc les solutions de gestion d'identité, de sécurisation, de tokenisation et de stockage. Donc voilà la chaîne de valeur des métavers. Et en fait, qu'a fait Zuckerberg? Moi j'ai bien visité Facebook, j'ai les raisons, j'ai un fils qui est là-bas, et c'est des gens en fait qui sont tout le temps en avance par rapport à leur temps. Hier j'ai appelé pour savoir c'est qui les 11 000 qui ont été licenciés. C'est pas ceux qui créent le méta, c'est les autres. Donc nous, beaucoup de gens qui lisent les journaux disent « Ah, ce Meta a perdu le tiers de ses actions et il a des problèmes aujourd'hui. » Mais lui, il ne raisonne pas comme ça. C'est maintenant qu'ils vont investir pour être les premiers. Donc Meta, aujourd'hui, c'est Facebook. Et au moment où il a changé le nom, il a bien choisi le nom. En fait, il a récupéré le nom Meta. Alors, on parle de métavers. Meta, aujourd'hui, on a du mal. Dès qu'on dit métavers, on pense à Facebook. À Colin. C'est pas vrai. Le métavers, c'est pas Facebook. C'est Facebook qui a pris le nom Meta. Et donc, il a démarré depuis octobre dernier et tout le monde s'est mis à regarder de près ce que c'est Meta. Alors, la différence entre Meta et celui qui va arriver après, qui, à mon avis, ceux qui connaissent bien le monde de l'IT comprennent que qui connaît Multiplan aujourd'hui? Multiplan? Personne. Qui connaît WordPerfect? Personne. Et en fait, Multiplan, c'est le premier Excel. Microsoft vient toujours après. Coaching. Le premier gestionnaire de réseau, j'étais certifié Novell, c'était dans les années 95-80. Microsoft arrive par la suite et prend tout. Donc moi, je n'observe pas ce qui se passe chez Meta. J'observe que déjà, Microsoft a vendu 120 000 lunettes à l'armée américaine. Donc c'est parti. Ils sont en train de lancer une plateforme qui s'appelle Mesh pour Teams. Et dans 2 ans, tout le monde va utiliser Teams dans un monde où on envoie notre avatar et on fait une réunion, une personne à Londres, une personne à Paris, une personne à Tunis. Mais à la différence, ce n'est pas derrière un écran, c'est dedans. Donc voilà ce qui va arriver. Et quel que soit ce que vous entendez autour de Meta et des problèmes qui vont arriver, il faut savoir que l'industrie, elle est partie vers l'Internet immersif. C'est fait. Il faut y aller. Et ceux qui vont comprendre les premiers vont capter le maximum de valeur. Pardon? Dans le blockchain. Futuros. Alors, blockchain ne veut pas dire métavers. Mais, tout à fait. Donc, le Web 3, la partie, cet Internet immersif, a choisi de travailler sur un environnement décentralisé en blockchain. Mais on peut très bien créer des métavers avec du dinar tunisien. Mais c'est un choix qui a été fait mondialement pour travailler sur des blockchains. Et moi, je respecte ce choix. Parce que c'est quelque chose qui, pour nous, encore une fois, je regarde le côté tunisien. Moi, ça va nous débloquer pour sortir des lois de change, pour pouvoir utiliser la blockchain, les smart contracts, les NFT. Donc tout ce qui est blockchain, on va pouvoir l'utiliser grâce au métavers. Donc, ça c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Les Chinois. La Banque centrale s'est accaparée de la monnaie numérique. Et donc, elle a arrêté tout ce qui est Bitcoin, etc. Elle a arrêté pour créer sa propre monnaie et contrôler la totalité. Mais entre-temps, il y a Baidu, c'est le Google chinois, qui a lancé déjà Land of Hope. C'est une plateforme dans le métavers qui a, l'année dernière, connecté plus de 100 000 étudiants sur son espace. Tencent, bien sûr, ceux qui connaissent un peu, il y a ceux qui connaissent un peu le monde chinois. Tencent, c'est WeChat. Alors les Chinois, c'est un peu
encore pire que Microsoft. Ils écoutent ce qui se passe de l'autre côté et ils font une plateforme qui fait en même temps PayPal, Messenger, WhatsApp sur une même plateforme. Ça, c'est un simple. Ceux qui visitent la Chine la comprennent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester ouvert sur ce qui se passe dans le monde. C'est une vraie guerre. Quand Trump fait une guerre à Huawei, c'est pour la 5G, c'est pour l'Internet des objets, ce n'est pas pour le téléphone. Et nous, si on veut être des industriels dans ce monde, il vaut mieux lire, comprendre ce qui se passe. Donc, Tencent, il y a Alibaba, vous connaissez tous Alibaba. Alibaba a déjà lancé un mall sur le virtuel. Vous parlez tout à l'heure, ça y est, ils sont en train de tester le petit mall. Et donc, ils ont enregistré Ali Metaverse, Tao Bao et Ding Ding, ça c'est Alibaba. ByteDance, c'est la maison mère de TikTok. Ah, vous connaissez TikTok. Hein, ça fait mal à Instagram, je vous assure. Ça fait très très mal. Donc TikTok, la maison mère de TikTok vient de racheter une société qui s'appelle Pico pour les lunettes, pour fabriquer les lunettes. Donc on a déjà des masques aujourd'hui qui sont aussi intéressants que le Oculus de Facebook pour le 3D, pour la 3D, et ils sont en train de préparer les lunettes et ils vont être à un prix inférieur à $200. Donc ça sera le futur du smartphone. Et on va être en totale immersion. Donc ça, c'est des choses qui sont en train en ce moment, de se préparer. Sachez-le, ça va arriver. Donc préparez vos projets à vous par rapport à ça. Pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. Donc les autres acteurs, il y a le numéro 2 des jeux vidéo qui s'appelle NetEase. Il y a plusieurs autres plateformes en Chine qui se mettent en place. Il n'y a pas que la Chine. Il y a la Corée du Sud qui vient d'investir $2 milliards. C'est un peu le prix qu'a pris la Tunisie. $2 milliards pour le métavers. Donc ils ont une stratégie aujourd'hui, un plan stratégique pour la mise en place de métavers. Ils ont lancé un Metaverse Hub et bientôt, il va y avoir plus de 220 entreprises autour du Metaverse. Donc on est tous au même starting block. Le fameux challenge, tout est faisable, on peut se former sur ça et on peut être les leaders par rapport à ces technologies-là. Le Japon, j'ai expliqué tout à l'heure les 6 villes au Japon, Tokyo, Fukuoka, Nagoya, Kyoto, qui en 2022 vont mettre une plateforme virtuelle sur la plateforme réelle et avec des lunettes, on va pouvoir vivre dans les deux mondes en parallèle. On vit dans deux mondes superposés. Donc voilà un peu. Alors les activités, il y a des secteurs, j'irais même. Premier, j'ai parlé de notre cas, parce que moi je ramène tout le temps la technologie, pas par effet de mode, mais je la ramène dans mon territoire. Le premier exercice, c'est le tourisme. Et on a fait une étude là-dessus. Imaginez le contenu qu'il y a à mettre en place derrière ces plateformes. Vous avez déjà l'ère capsien. La Tunisie, on dit, elle a 3000 ans d'histoire. C'est faux. Elle a 6000 et même plus. Apparemment, il y a des fossiles de dinosaures du côté de Tataouine. Donc c'est un emplacement géographique, il a des couches. Et imaginez, sur chaque couche, il y a du contenu. Et donc on met des lunettes et on vit les infos. L'époque punique, l'époque romaine, l'époque chrétienne, parce que la Bible a été traduite du grec au latin à Carthage. Et l'époque islamique, et quand je dis islamique, je ne parle pas de l'islam wahhabite, non. L'Andalousie a été construite à partir de Kérouan. Fès a été construite à partir de Kérouan.
Alors imaginez des touristes indonésiens ou malaisiens venant vivre une expérience avec Assad ibn Foulad à Kirkouk. Combien ça coûte? Combien on vend cette expérience? Vous voyez la valeur de ce que vous avez? Combien je fais vivre à un Malaisien une expérience avec Assad ibn Foulad à Kirkouk? Ou faire vivre à un Japonais une expérience avec Magon ou avec Hannibal à Carthage, à Dej. Combien il paye? Lui, alors c'est pour ça que je dis, si on veut réfléchir au tourisme, alors moi j'explique ça justement au niveau du gouvernement aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils comprennent que le tourisme n'est plus le même et qu'on vit à travers les influenceurs aujourd'hui des expériences qui sont différentes. Et le numérique peut offrir des expériences, et des expériences en one-to-one. Et aujourd'hui, dans le tourisme, par exemple, il ne s'agit pas de signer des contrats avec des tours opérateurs. Il faut signer des contrats avec Tencent, avec Alibaba, avec ceux qui contrôlent les data. Parce que c'est eux qui connaissent exactement ceux qui se sont logués pour connaître l'histoire. Et c'est à eux qu'il faut proposer des expériences historiques. Donc le monde est en train de changer. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout est en train de bouger. On n'est pas là pour consommer des sites web, ni consommer du matériel. On est là pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a et comment on peut se positionner par rapport à ces technologies pour créer de nouveaux métiers maintenant. Donc la première chose que je vois pour mon pays, ça peut être différent en Espagne, hein, ça peut être différent au Portugal, mais pour ce pays, le tourisme et la culture, c'est la première chose parce qu'on est riche. On est très riche. La deuxième, c'est la santé. Dans la santé, on a plus de 120 cliniques. Aujourd'hui, la 5G va permettre la téléchirurgie en temps réel et l'Espagne a commencé à faire ses tests. Donc si on reste là et qu'on ne teste pas ces technologies, la téléchirurgie va passer directement de l'Europe vers l'Afrique et on recevra que nos voisins proches qui sont les Libyens et les Algériens seulement. L'industrie, alors l'industrie, on peut... Allez-y. Merci. Je suis médecin, c'est pour ça que je pose cette question. Moi, je ne crois pas à la télémédecine. Je crois que pour Chidran, en disant c'est pour la formation, la simulation, quoi. Mais soigner un patient sans le toucher, pour moi, c'est impossible. Donc, c'est quoi? D'abord, vous avez touché le premier point qui est très important pour la santé. Première chose, c'est la formation. Faire des tests en immersif, c'est quelque chose qui va demander tout de suite. Maintenant, c'est un aspect culturel. Quand on arrive à toucher quelque chose, sachez que, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on est en train de travailler sur des gants qui touchent. Donc, est-ce que ça va être utilisé ou non? Je ne sais pas répondre aujourd'hui. Ce que je sais dire, c'est qu'on est en temps réel en train de vivre quelque chose qui va bouger. Où est-ce qu'on se positionne? La première chose qui est demandée pour la médecine, c'est d'abord des capsules de formation. Comment faire en sorte que... il y a une start-up française qui s'appelle Simongo, qui a commencé, là je lance des idées, hein, parce que mon rôle c'est de lancer des idées pour que vous voyez un peu quelles sont les possibilités. Alors non seulement ils ont fait un hôpital digital, mais en plus former les infirmières, former tout ce qui est paramédical, mais pas en mode théorique, en mode immersif. Et donc, imaginez une infirmière qui se forme pour soigner des personnes âgées, mais avec un casque. Alors, toute la différence, et là, il y a une révolution, je vais en parler parce que c'est quelque chose que cette entreprise a démarré, on ne donne plus de diplôme. On regarde, où est-ce que la personne est allée. Et donc, on met le casque avant de la recruter pour savoir si elle sait faire ou elle ne sait pas faire. Vous avez compris ce que j'ai dit? La formation, on n'aura plus de diplôme. La formation, on est en mode immersif. On va savoir si elle a pu soigner la personne ou elle l'est. Et donc, on enregistre ce qu'elle a fait. Elle le fait en mode immersif.
Et on sait, par la suite, avant de la recruter, on donne un diplôme. Et d'ailleurs, cette start-up, au lieu de donner un diplôme, elle donne un token de la blockchain. Elle donne un token et le token permet de faire de la formation qui évolue avec la personne. Et donc, le modèle même de la formation est en train de changer. Et le premier exercice dans la santé, c'est un peu ça. Ensuite, il y a le parcours patient dans la santé qui est très très important en mode virtuel. Donc, c'est des choses, c'est vrai qu'il faut toucher, qu'il faut être présent, mais il y a aussi la formation et le parcours qui peut être utilisé dans le métavers. Il y a la chirurgie. La chirurgie est en train d'être testée. Maintenant, on va y être, on ne va pas y être, c'est des choix. Mais si on n'y est pas, il y a d'autres qui vont nous prendre beaucoup de là où nos médecins travaillent sur l'Afrique notamment. Donc voilà les secteurs d'activité. Essentiellement, le premier pour moi, c'est l'éducation et la formation. L'industrie 4.0, puisque si on veut monter un produit en temps réel, on peut le monter, le voir se faire dans l'usine. On va passer à un prototypage en temps réel. Il y a l'architecture et l'immobilier. Alors imaginez avant d'acheter un appartement à Sousse, pour ne pas aller très loin, on visite le lieu et on touche. Et on voit les espaces. On met un casque et on y va. Donc imaginez pour l'immobilier les métiers et les projets qui peuvent arriver. Encore une fois, je suis là pour vous donner des idées. L'architecture intérieure peut être refaite en 3D automatiquement. Et il n'y a plus de plan. On voit la chose, on la touche, et c'est un autre monde qui est en train de naître devant nous. Le commerce, donc le e-commerce, on va acheter, il y a, qui connaît ça, Saad Mjarrad, vous connaissez? Il vient de faire un spectacle dans le métavers. Ah oui. C'est beau ça. Hein? Il n'y a pas que les Américains maintenant. Saad Mjarrad, puisqu'il est un peu... moi j'ai vu un peu ses clips, ça y est, il s'est lancé, il a fait son premier spectacle dans le métavers. Et c'est la meilleure manière, à mon avis, pour que les gens utilisent. Donc si on veut vulgariser un peu les métavers, il faut faire des spectacles. Et on envoie notre avatar et on achète un pull. Hein. Alors, le pull, on a un spectacle à l'air. Je veux bien, mais vous savez, je ne suis pas jeune. Et j'ai vu mes enfants grandir. À chaque fois, il y a un de mes fils qui m'a poussé à acheter des bitcoins en 2014. Le bitcoin était à $450. Tout le monde m'a dit. J'ai la mal start-up et tout, on fait la santé. Hein? Les gens si tu as investi ce que tu as mis dans une société en Tunisie qui a fermé, si tu m'as donné et tu m'as écouté, en mettant tout ce que tu as mis dans le bitcoin, à l'époque, qui était à $450, hier il était à 17 000, et quand il a vendu, c'était à 50 000 $ le bitcoin. Donc on est sur 69. Donc moi, j'ai appris à écouter. Donc je vais à la Silicon Valley et je me tais. J'ai un fils qui est là-bas, je n'asma. Je vois des choses, je vois le monde en train de changer devant moi. Et je vous assure, dans cette zone du monde, on regarde la France comme ça, petite. Parce que eux, ils font ce que l'Europe consomme. Il n'y a que Spotify. D'ailleurs, je vous invite à voir le film, la série sur Spotify, sur Netflix. Vous l'avez vu? Hein? La Mishta Uber. Attends, je vous donne le nom parce que c'est important. Si j'ai vu une vraie innovation, c'est celle de Spotify, et toute l'histoire de Spotify, elle est sur Netflix. La série s'appelle The Playlist. Merci. Retenez The Playlist et regardez un peu comment des jeunes ont changé le monde avec Spotify. Malgré les barrières juridiques
de l'industrie de la musique. Donc regardez ça, ça vous donnera des idées. Et ce qui est important quand je regarde Spotify, c'est qu'ils n'étaient pas à la Silicon Valley, donc ils sont en Suède, et comme on peut être en Tunisie, l'emplacement géographique, là c'est une barrière, مازالت عندنا كي نعملوا كل ورقه في الديوانه وشويه دينار كي تركبنا العقليه دي. Mais réfléchissez en étant à l'extérieur de ça. Et c'est pour ça que notre rôle à nous, c'est de vous libérer. Et ma proposition à la chef du gouvernement, et j'espère qu'elle va m'écouter le lundi prochain, c'est de créer des métazones. Alors des métazones, oui, pardon. Par rapport à l'industrie 4.0 et l'évolution, les rôles des managers et des dirigeants, comment il va s'évoluer avec ce temps, comment ils vont être dirigés, comment ils vont... La fonction, est-ce que ça va changer ou bien... Donc l'évolution vis-à-vis managériale et dirigeant. Là, vous m'emmenez dans un autre secteur. Quand on dit innovation, l'innovation n'est pas seulement l'innovation technologique. Elle est une innovation structurelle, une innovation d'organisation, de stratégie. Donc c'est pour ça que moi, je ne sais pas que j'éduque le gouvernement. Et j'essaie de dire, il faut qu'on change. Changer l'organisation aussi. Dans une entreprise, pour adapter les innovations technologiques. Donc oui, monsieur, il faut que l'organisation change. Il faut que l'innovation passe en avant. Il faut que, d'abord, qu'on soit agile dans notre manière de voir. Parce que l'agilité, c'est quelque chose, les managers ont été éduqués, vous savez, c'est la génération X. Et la génération X a évolué suivant des méthodes de gestion de projet qui sont très différentes des méthodes d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils changent. Et d'ailleurs, un des conseillers de Barack Obama a conseillé tous les politiques aux États-Unis de faire des formations sur le développement Python, etc. Pas pour devenir des développeurs, mais pour apprendre à réfléchir en mode agile et comprendre les nouvelles générations et les technologies, comment elles opèrent. Donc, oui, la réponse est, il n'y a pas que la technologie. Si justement l'organisation ne suit pas et l'innovation n'est pas stratégique, elle n'est pas organisationnelle, elle n'est pas dans les process, la technologie ne veut rien dire. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de retard et c'est très difficile de gérer ce changement. C'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. On est couche sur couche et en Tunisie, ça va être très très compliqué à faire de l'innovation. Et c'était ma réflexion, justement, au gouvernement pour dire, si on veut innover, il faut maintenant ne pas demander à le paiement. Le paiement, il y a 10 ans. Pour se mettre en place, il a fallu 10 années. La numérisation va prendre beaucoup de temps. Donc le seul moyen, et moi je suis très convaincu de ça, c'est de créer des espaces totalement libres, comme à Dubaï, où on libère toutes les technologies. Et on demande au gouvernement de venir réguler, mais a posteriori. Donc Dubaï a créé ce qu'on appelle un Regulation Lab. Et donc on lance la blockchain et on vient réguler 2 années, 3 années après pour savoir comment on peut l'organiser. Donc il faut changer d'approche. Et c'est pour ça qu'on a appelé les métazones. Et notre demande, c'est un peu des espaces où on peut utiliser et toutes ces technologies et surtout sortir de la réglementation de change pour pouvoir utiliser les smart contracts, la tokenisation et les blockchains. Donc voici la demande qui a été faite. Et les lieux, c'est des parcs technologiques, on en a plusieurs. Il y a des zones industrielles, il y a des parcs technologiques, et tout peut être suivi par le gouvernement. La dernière barrière qui nous reste maintenant, c'est la Banque centrale. On est en train de... Même la chef du gouvernement a donné son accord jeudi dernier, on lui a fait une petite présentation à Tardiev. Elle est d'accord pour vous. Hein. Je vous assure que ce pays, il y a des gens, voilà, elle est d'accord.
Mais reste derrière maintenant les lois de change et comment protéger le dinar par rapport à ce mouvement qui va être opéré. Donc, dans ma proposition, c'est une création d'à peu près 10 000 emplois d'ici 2025 et on va cibler un peu ce que vient de prendre la Tunisie comme crédit en créant de la valeur. Voilà. Donc la proposition aussi, c'est de ne pas trouver... Salut. C'est de ne pas travailler tout seul. Quand je vous ai montré les chaînes de valeur, il y a la partie hardware, il y a la partie des masques, etc. Donc dans notre proposition, c'est de ne pas créer une seule zone, mais d'en créer plusieurs, 3 ou 4 dans les régions, et d'essayer de travailler avec des pays cibles. C'est-à-dire travailler dans une métazone avec le Japon, dans une autre avec la Corée du Sud. La Chine viendra automatiquement, enfin c'est une bataille entre eux. Donc, et imaginez l'espace Tunisie-Carthage, d'accord, avec cette terre qui est demandée par Alice, un espace. Parce qu'Alice a demandé un espace. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un espace où on peut tester tout en étant ouvert avec ces pays-là. Et je vous assure que si vous détaxez ces zones, les entreprises vont venir ici puisqu'ils payent une taxe de 30%. Donc en voyant le ministre de l'économie, j'ai dit qu'est-ce qu'on a fait en 1972 en Tunisie. On a ramené un douanier dans une usine et on a fait le textile, c'est ça. Et bien ramener le douanier dans un espace et laissez-nous travailler. Voilà, j'ai terminé. Monsieur, juste une question à propos de la francophonie, le thème terrasse numérique. Est-ce que vous voyez qu'on ne va pas profiter de l'occasion d'imposer les حاجات كيما هكايا نورمالمون توصيات من بعض ولا تشير بالحكايه وتكون هي البال الاولانيه والا est-ce que vous voyez? Merci pour la question. D'abord, je vais être au sommet de la francophonie pour présenter. Le 17, j'ai une présentation, il va y avoir des gens du Canada, de la Belgique, et je vais repositionner la Tunisie en tant qu'espace, encore une fois, espace d'innovation. Là où on est créatif. Là où c'est bon, et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Au lieu de faire de l'immigration, là où les régions peuvent être créatives. La région de Smith, là. Si vous voyez le trésor à Smith, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que on va être écouté ou non? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être écouté par le gouvernement. Et là, la chef du gouvernement écoutée reste encore la présidence de la République. J'espère qu'ils vont comprendre parce que économiquement, c'est ce qu'on a dit, on ne rentre pas dans le mur, on y est. On est déjà dans le mur. Et donc on n'a pas d'autre possibilité que d'innover et de sortir de là où on est. Donc réponse oui, je vais faire une présentation au sommet de la francophonie à Genève la semaine prochaine et on aura autour de nous non seulement la France mais surtout le Canada, la Belgique et tous les pays francophones et j'espère pouvoir vendre la Tunisie comme il faut pour qu'on attire le maximum d'investisseurs. Voilà. Par rapport à l'éducation, vous ne pensez pas qu'il faut avoir une université digitale? Très très bonne question parce que je l'ai passée. Alors aux États-Unis, moi je pose la question pour voir un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'ils vont très vite. En fait, ils ont créé une méta-université. Elle est virtuelle, mais elle prend les universités existantes. Donc dans chaque université, il y a un espace pour la méta-université. Alors, j'ai réfléchi 2 secondes à ce monde-là. Alors, imaginez l'IHEC connecté avec Subcode, qui peut être connecté avec l'élite, et où on met les avatars des étudiants réfléchir, pas en mode silo. Parce que notre problème à nous, c'est que l'architecte ne voit pas ce qui se passe dans le monde numérique. Moi, je crois que ce n'est pas une innovation, il faut le faire.
déjà pour casser les silos et faire en sorte que les étudiants dans les différents domaines puissent se voir et réfléchir ensemble, parce que le monde du 21e siècle, c'est un monde qui va casser les silos et qui va innover pour un avenir meilleur. Donc oui, les universités doivent entre elles, on va faire cette proposition, créer une méta-université qui va connecter les différentes universités. Il y aura des avatars, donc on va sûrement utiliser une plateforme comme on a fait pour l'université virtuelle, je crois, il y a des années. On va le faire, Inch'Allah, fi Tunis. D'autres questions? Oui. Je vais faire rapidement déjà ce lorsqu'on parle d'innovation et de création d'univers, ce tourisme ou l'éducation, tout ça c'est magnifique à imaginer. Mais en Tunisie, la réalité est tout autre. Parce qu'on a un véritable problème d'infrastructure. Que ce soit au niveau d'accès à Internet ou même de l'infrastructure des universités, par exemple, ou le site de Suite, que j'ai visité à plusieurs reprises dans le cadre du travail, et qui est vraiment dans un état déplorable. Donc déjà, il y a beaucoup de choses à faire pour une durée qui est encore à évaluer. Et il faut là revoir le cadre juridique concernant la gestion des espaces publics et des installations étatiques pour après venir créer des métaverses ou un métavers. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce qu'on peut avoir un financement pour améliorer l'infrastructure déjà, pour après créer ça? Vous savez, j'ai commencé par montrer ce slide au ministre, à votre ministre de l'économie, en disant, au lieu de faire, on va avancer, on va faire l'inverse. On va venir d'ici. Ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a intégré Internet en Tunisie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vos providers Internet sont dans un modèle unique au monde. Et que je vais vous donner d'autres idées. Vous êtes de Smith là? Non. Créez un opérateur dans le site. Ah, voilà. Et mettez du Wi-Fi 6 qui est le indoor de la 5G. Et proposez ce service. Alors ça va aller loin, parce que vous me poussez à donner les exemples d'idées qu'on propose. Tout à l'heure, il y avait Mayem Abdjawed qui a parlé de tokenisation. Alors ce qu'on propose au gouvernement, j'espère qu'il va nous écouter, c'est la tokenisation des espaces culturels. On crée un token d'espace culturel, on fait appel à des startups et on partage les revenus. On sort du PPP traditionnel. Et on utilise la technologie blockchain pour justement faire le saut et pouvoir faire libérer. On veut libérer la créativité. Maintenant, tout ce qui est infrastructure, je suis un homme de l'infrastructure et je veux vous dire qu'on est très bien équipé en Tunisie. Et que plus de 80% de notre bande passante n'est pas utilisée. Ce qui nous manque, c'est le dernier mètre. C'est ce service qui se fait sur les sites. Et ça, on ne pourra, je suis tout à fait d'accord avec vous, en restant dans le modèle des providers existants, c'est pas possible. Il faut créer par région des providers qui vont assurer le service. Et donc, d'autres emplois. Des emplois? Ah, les emplois. Dans chaque région, un provider, dans chaque site archéologique, un provider, une entreprise, une start-up qui crée une réalité virtuelle et elle facture cette expérience à la chaîne de valeur. Donc, non, moi je vous dis, tout est possible. Et vous vous adressez à quelqu'un qui vous dit réellement, tout est possible en Tunisie, sauf l'informatique quantique. Ça coûte très cher. Mais le reste, on peut tout faire si on nous libère. Ce sont les métiers de demain. Pardon? Ce sont les métiers de demain. Absolument. Absolument. Voilà, j'ai fini.